Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et aujourd'hui on va encore parler d'oseille. J'ai eu l'idée de cette vidéo pendant mon voyage de 2 mois et demi en Asie du Sud-Est cet été et je me pose enfin, donc littéralement 6 mois après être rentrée, pour la filmer. Et en fait le concept est assez simple, je voudrais te donner quelques conseils pour voyager petit budget en Asie du Sud-Est. Alors comme d'hab, le budget c'est hyper subjectif, c'est-à-dire ce que toi tu vas considérer comme un petit budget, ça se trouve ça va être quelque chose d'énorme pour quelqu'un d'autre et inversement. Sauf que dans cette vidéo l'idée c'est pas de définir ce qui est vraiment un petit budget ou non, c'est plus de te donner des conseils pour économiser plus pendant ton voyage en Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs si tu veux économiser plus, dépenser moins, mieux gérer ton argent, le dépenser plus intelligemment pendant ton prochain voyage, n'hésite pas à checker la barre d'infos, je te mettrai le lien vers mon e-book qui fait genre plus de 80 pages, qui est plein de conseils, plein d'infos, même des témoignages et des conseils d'autres personnes pour t'aider à mieux gérer ton argent en voyage et voyager, peu importe ton budget. Mon premier conseil, ça va concerner les transports et ça serait de connaître et de comparer les sites les plus utilisés en Asie du Sud-Est pour justement réserver ces transports. Donc que ça soit des bus, des trains, des ferries, même des vols si je dis pas de bêtises. Donc parmi les plus connus, tu vas notamment retrouver One2Go, BookMeBus et aussi Traveloka. Je pense qu'il y en a d'autres, n'hésite pas d'ailleurs à les mettre en commentaire si t'en connais d'autres. Donc si t'as besoin de réserver ton prochain transport pendant ton voyage en Asie du Sud-Est, je te conseille vraiment de regarder ces 3 sites, de comparer entre eux, que ça soit les horaires ou les prix proposés, mais aussi de te rendre directement en agence de tourisme ou en gare routière, parce que parfois tu peux peut-être un peu négocier les prix, tu vois. Je dis pas que ça marchera à tous les coups, mais au moins t'auras essayé. Je trouve que d'utiliser ces sites-là, ça te permet d'avoir une idée beaucoup plus précise du budget auquel tu peux t'attendre en termes de transport dans un pays. Personnellement, j'ai pas mal utilisé One2Go cet été quand j'étais en Asie, notamment en Indonésie, parce qu'en fait j'ai réservé mes trajets de ferry sur ce site. J'ai aussi utilisé Traveloka pour réserver un de mes trajets de bus et de manière générale, je regardais pas mal ces sites pour connaître les prix en moyenne et aussi les horaires. Et si tu réserves pas nécessairement sur ces sites, ça te permet au moins d'anticiper ton budget, de voir les différentes routes, les différents itinéraires qui sont possibles et du coup d'adapter en fonction du prix en fait que tu veux mettre dans ton prochain transport. Mon deuxième conseil va encore être sur le sujet des transports et je te conseille vraiment de prendre des bus de nuit ou des trains de nuit. J'ai trouvé que c'était quand même relativement fréquent. Moi j'en ai pas mal pris des bus de nuit surtout au Vietnam et aussi au Cambodge il y a quelques années. Quand j'étais en Indonésie cet été, vu que le réseau ferroviaire est quand même assez développé sur l'île de Java, j'ai aussi pris les trains de nuit. Je dis pas que j'étais très reposée à la fin, mais ça avait le mérite d'être assez ponctuel et de m'emmener d'un point A au point B. C'est tout ce que je demande. L'avantage selon moi des trajets de nuit, donc que ça soit en train ou en bus, c'est que ça te permet d'économiser une nuit d'hébergement, tout simplement. Vu que littéralement tu vas passer ta nuit dans le train ou le bus, t'as pas à payer une nuit d'auberge de jeunesse cette nuit-là ou une nuit d'hôtel par exemple. Et en plus, sur certains trajets, alors pas tous, donc faut quand même regarder un peu en amont, le bus de nuit est souvent moins cher que le bus en journée, tout simplement parce qu'il fait plus d'arrêts, donc il prend un peu plus de temps, donc il est moins cher. Je pense notamment au Vietnam où j'avais déjà remarqué ça, que le bus de nuit était souvent moins cher. Alors je vais pas dire que c'était non plus drastique comme différence, mais c'était souvent un petit peu moins cher que si tu prenais le trajet de journée. Pour mon troisième conseil, je te suggère fortement de louer un scooter ou un vélo si tu es dans un endroit, dans une région où tu en as la possibilité. En fait, dépendamment d'où tu es, tu auras quand même assez souvent la possibilité de louer soit un scooter ou un vélo, et le fait de pouvoir te déplacer par tes propres moyens, ça te permet d'économiser sur les tuk-tuk ou encore sur les taxis. Et mis à part ça, ça te donne aussi un petit peu plus de liberté. Personnellement, j'avais fait ça au Vietnam, à Chao Doc, donc quand j'étais dans le delta du Mekong, on avait loué un scooter pour pouvoir se balader plus facilement dans les rizières et ça nous coûtait moins cher que de prendre un taxi directement de la ville de Chao Doc jusqu'aux rizières ou même jusqu'à la forêt de mangrove de Tra Sou. Et il y a quelques années, pendant mon voyage solo au Vietnam, j'avais aussi pris un vélo pour visiter la ville de Hue puisque ma guest house était quand même un peu éloigné du centre. Donc au lieu de payer un taxi ou un scooter taxi pour me rendre jusque dans le centre, bah, j'avais pris un vélo et vu que la ville était quand même relativement calme, c'était plutôt facile de se déplacer en vélo. Alors évidemment ça va pas s'appliquer à toutes les situations, il y a des moments où le fait de prendre un taxi ou un transport partagé ça te reviendra finalement moins cher, mais je te conseille quand même de regarder l'option scooter ou vélo pour visiter. C'est souvent quand même une bonne alternative, que ce soit en termes de liberté de mouvement comme au niveau financier, au taxi ou au tuk-tuk. Je te suggère aussi fortement de te renseigner sur les prix des activités pour les étrangers. Alors là pour le coup je pense notamment au Cambodge où je me souviens de plusieurs monuments à visiter où c'était vraiment écrit de manière très directe à l'entrée qu'il y avait le prix pour les locaux, donc les Cambodgiens, et le prix pour les touristes. Alors ça veut pas dire que le prix qui va être pratiqué pour les touristes, enfin pour les étrangers, est nécessairement hors de prix, mais si t'as un budget vraiment serré, ça permet de prioriser, tu vois. Par exemple cet été quand j'étais sur l'île de Java en Indonésie, j'ai voulu aller visiter le volcan Tangkuban qui est à Bandung et en fait le prix pour les étrangers était de 300 000 roupies par personne. Et en fait non, c'est 300 000 par personne et c'est quand tu montes à pied. Et en l'occurrence c'était pas du tout dans mon budget. Pour le coup ça m'a permis de prioriser et j'ai finalement fait autre chose cette journée-là. L'un des meilleurs conseils que je pourrais te donner pour voyager en Asie du Sud-Est, c'est de négocier.
même si tu n'es pas bon en négociation comme moi, il faut essayer de négocier. La règle, elle est simple. Si le prix n'est pas affiché en amont, il y a toujours moyen de négo. Alors bien sûr, même si tu rentres dans un schéma de négociation avec la personne en face de toi, l'idée c'est quand même de rester poli et courtois. T'es pas là pour faire une guéguerre au centime près, faut se rappeler que la personne d'en face a quand même un pouvoir d'achat, enfin un niveau de vie qui est bien moindre que le tien, donc oui, il faut négocier, ça te permet comme ça de dépenser moins, mais il faut pas non plus en arriver à vouloir grappiller chaque centime. Dans tous les cas, en tant que touriste en Asie du Sud-Est, je pense que peu importe ce sur quoi tu vas négocier, t'arriveras jamais exactement au prix qu'aurait payé un local. Et ça vaut mieux l'accepter en amont, c'est le jeu. Ça t'empêche pas de négocier bien sûr, mais au bout d'un moment t'arrives à un point où tu vas pas pouvoir descendre en dessous et juste, enfin c'est normal quoi. En termes de bouffe, je te conseille de chercher les marchés de nuit sur Google Maps. Et oui, je dis bien sur Google Maps, pas sur les internets de manière générale. J'ai remarqué ça quand j'étais en Malaisie et plus précisément à Penang, on cherchait un marché de nuit pour aller découvrir et manger de la street food. Et bien évidemment, quand tu cherches sur internet, les premiers marchés de nuit qui vont sortir, que ça soit à Penang ou bien sûr dans n'importe, je pense, quelle haute ville un peu touristique en Asie du Sud-Est, les premiers marchés de nuit qui vont sortir sont en général les plus connus ou les plus touristiques. Par exemple, si tu cherches un marché de nuit à Malacca en Malaisie, le premier qui va sortir, c'est celui de Jonker Street. Mais en cherchant un peu sur Google Maps, tu vas trouver des marchés de nuit qui sont dans des petites halles par exemple, ou qui sont dans un quartier qui est un peu plus éloigné du centre-ville, ou en tout cas du centre touristique. Et la nourriture est la même, en général elle coûte un peu moins cher, et elle est tout aussi bonne. Et du coup à Penang comme ça, avec notre pote Landry qu'on s'était fait là-bas, on était tombé sur un marché de nuit, mais trop bon, et ça nous avait coûté, je crois 7 ringgit le plat. Vraiment pas cher et franchement c'était trop bon, on était littéralement les seuls touristes du coin et c'était une super expérience. En termes de logement, tu peux aussi économiser quand tu es en Asie du Sud-Est, notamment si tu commences à regarder un peu des logements sur Agoda. Alors perso, je reste une adepte de Booking et je dois dire que l'interface d'Agoda n'est pas ma préf. Cependant, je dois admettre que quand tu voyages en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup plus d'offres de logement sur Agoda. Je te conseille donc quand même de regarder sur Agoda, parce que vu que tu as une offre de logement qui est bien plus importante sur ce site, eh bien tu trouveras forcément beaucoup plus de logements peut-être moins chers ou qui rentrent beaucoup plus dans ton budget, ce qui va te permettre au fur et à mesure d'économiser. Et enfin, pour mon dernier conseil de cette vidéo, je te recommande de comparer le prix des activités en semaine versus le week-end. Si je reprends mon exemple du volcan Tangkuban qui est à côté de la ville de Bandung en Indonésie où clairement le prix par personne, enfin, en tout cas par étranger, c'est bien trop cher pour mon budget, il y avait en plus une différence pour les étrangers entre la semaine et le week-end. En l'occurrence, moi je m'y suis pointée genre un samedi ou un dimanche, je sais plus, et du coup le prix par personne pour les étrangers était de 300 000 roupies. Mais si j'étais venue en semaine, eh bien le prix aurait été de 200 000 roupies. Sur ce genre d'activité qui est quand même relativement cher par rapport au niveau de vie du pays, ça fait quand même une belle différence sur le budget à la fin, donc je te conseille fortement de te renseigner en amont. Alors nécessairement tu vas pas toujours trouver le site officiel avec une rubrique où il y a tous les prix d'entrée entre les locaux, les touristes, la semaine, pas la semaine et tout ça. Dans ces cas là je te conseille de regarder des forums, que ce soit le forum du routard par exemple, ou alors tout simplement te rendre sur des groupes Facebook et te poser ta question. Il y a très certainement quelqu'un qui a déjà été dans ta situation, qui est allé et qui saura peut-être te renseigner. Bref, tout ça pour dire que ça vaut quand même le coup de regarder, de vérifier avant de planifier ces activités. Si ça se trouve tu vas juste changer de jour pour ta prochaine activité, pour la visite d'un volcan par exemple, ou la visite d'un musée, et finalement ça te coûtera moins cher. Donc voilà pour mes quelques conseils pour voyager petit budget en Asie du Sud-Est. Donc il y en a évidemment que je savais que j'appliquais déjà parce que j'étais déjà partie en Asie avant cet été, mais il y en a d'autres que j'ai appris à mes dépens cet été justement. D'ailleurs si tu pars bientôt en voyage en Asie, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel conseil va le plus te servir. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!